Ami Renardo, aujourd'hui on va partir défendre l'arbre éternel contre des hordes d'ennemis qui arrivent sur nous, et ce avec le jeu Vanea. Alors ici on est sur un jeu d'exploration et de combat coopératif, c'est pour 1 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 2 heures, 3 heures selon vos choix de partie. Alors ici il s'agit d'une version prototype en vue d'une campagne de financement participatif, donc tout le matériel que vous allez voir au cours de cette vidéo sera susceptible d'évoluer. Il faut savoir que le jeu propose plusieurs modes, comme par exemple un mode coopératif, un mode en affrontement, donc chacun pour soi, un mode en équipe, donc 2 contre 2, et bien d'autres encore. Mais dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur le mode coopératif. Du coup, dans Vanea, vous incarnez des gardiens chargés de protéger cet arbre éternel. Vous allez explorer la forêt ancestrale tout autour de cet arbre, vous allez collecter des butins, améliorer vos équipements et combattre des monstres de plus en plus puissants. Votre objectif, vaincre tous les boss avant qu'ils ne détruisent l'arbre éternel. Et au contraire, vous allez perdre la partie si les points de vie de cet arbre tombent à zéro, ou bien si la corruption s'est étendue dans toute la forêt avec ses 20 marqueurs posés. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Une partie de Vanea va se dérouler en une succession de manches organisées en cycles, et ces cycles, vous allez les enchaîner jusqu'à ce que tous les boss du jeu soient vaincus. En début de partie, vous allez choisir librement le nombre de boss que vous voudrez affronter, chacun apparaissant à l'issue de chaque cycle composé de 10 manches. Par exemple, si vous en choisissez 3, vous allez donc effectuer 3 cycles, sachant qu'un cycle à 2 joueurs est estimé à 45 minutes. Et chaque manche se décompose en 2 phases, avec une phase des joueurs où chaque gardien va réaliser ses actions dans l'ordre qu'il souhaite, et une phase des monstres où les ennemis se déplacent vers l'arbre éternel et attaquent. Une fois ces 2 étapes terminées, vous pourrez passer à la manche suivante en faisant avancer le marqueur de round. Pour vous aider à vous repérer dans la temporalité, vous retrouverez ce plateau, qui comporte à la fois la piste de round et la piste de corruption. La piste de round affiche les 10 manches d'un cycle, et il faut savoir qu'aux manches 3 et 8, vous allez faire apparaître autant d'ennemis qu'il y a de joueurs depuis les portails, apparition rappelée par ces jetons. Vous avez 4 portails dispersés autour du plateau, et pour chaque ennemi, vous allez lancer un dé 4 et un dé de combat. Le résultat du dé 4 indique le numéro du portail, comme ici par exemple 4, et si le résultat du dé de combat indique une double épée, vous ferez apparaître 2 monstres au lieu d'un dans ce portail. Et pour chaque apparition, vous allez piocher la carte du dessous du paquet monstre. La piste juste en dessous représente les cycles et l'apparition des boss. Arrivé au bout des dimanches, le marqueur va donc progresser et faire apparaître un boss. Mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. C'est également ici que vous pourrez déterminer la puissance des monstres et des boss, indiqués par une couleur. Vert pour le niveau 1, jaune pour le niveau 2 et rouge pour le niveau 3. Ce niveau détermine à la fois combien de dés ils lancent en combat et leur point de vie maximum. Encore en dessous, vous avez la piste de corruption. À chaque fois qu'un gardien perd un point de vie, le marqueur de corruption avance d'un cran. Et lorsqu'il atteint la case 10, vous aurez la phase de la lune noire qui se déclenche. Tous les monstres deviennent alors plus forts, vous allez retourner leurs cartes affichant ainsi de meilleures stats. Et désormais, à chaque déplacement d'un monstre, il dépose un marqueur de corruption sur la case qu'il rejoint. Les boss quant à eux répandent toujours de la corruption, même en dehors de la phase de la lune noire. Et si les 20 marqueurs de corruption ont été placés sur le plateau, c'est synonyme de défaite. Pour stopper cette phase, vous allez devoir vous rendre dans des lieux bien spécifiques et dépenser des ressources. Vous pourrez ainsi retirer quelques jetons et surtout réinitialiser la piste de corruption. Pour mener à bien votre mission, vous allez chacun incarner un gardien. Vous aurez ainsi vos compétences. Par exemple avec Célinia, je vais commencer avec une carte compétence rouge et une carte compétence orange. Les rouges correspondent à l'attaque, les bleus à la défense, les oranges au soutien et les vertes à la nature. Juste en dessous, vous avez un petit pouvoir qui est propre à votre personnage, et vous pourrez retrouver les armes et les armures de prédilection de votre héros. Par exemple, si jamais vous portez une armure avec la même icône, vous bénéficierez d'un bonus, ici de +1 en défense. Ceci étant dit, lors du tour des joueurs, vous allez pouvoir jouer dans l'ordre que vous souhaitez. A votre tour, vous disposez de 3 points d'action pour justement effectuer des actions. Vous pourrez pour 1 point d'action vous déplacer d'une case. Également pour 1 point d'action, vous allez pouvoir faire une exploration, c'est-à-dire retourner la tuile adjacente et la placer dans le sens souhaité. Chaque région possède un jeton événement que vous allez résoudre une fois retourné. Par exemple ici, vous pourrez récupérer un parchemin que vous pourrez utiliser pour récupérer un bonus. Pour 1 point d'action, vous pourrez utiliser l'une de vos compétences d'attaque à distance, en payant son coût en mana.
Par exemple avec cette carte, pour 1 mana, je pourrais infliger un dégât aux ennemis se trouvant sur les cases indiquées. Et ce symbole indique que je peux activer une autre carte compétence en payant son coût en mana. A noter que les compétences vertes et oranges ne coûtent pas de points d'action pour les utiliser. Vous aurez la possibilité d'en gagner d'autres, par exemple à la maison de la sorcière contre une gemme. Et durant votre tour, vous pourrez dépenser 2 fois la gemme correspondante pour améliorer votre compétence. Et dernière action nécessitant un point d'action, c'est déclencher un combat au corps à corps avec un monstre. Ce dernier possède une carte avec un tableau des éléments. En fonction de la position du marqueur sur la piste de round, le monstre recevra potentiellement des bonus. En dessous, vous avez les capacités d'attaque et de défense. Et enfin, tout en bas, les points de vie de l'ennemi, également variables en fonction de la position du marqueur de la piste round. Lors d'un combat, vous devrez tout d'abord faire progresser votre marqueur de dés élémentaire et de fusion, avant de déterminer votre valeur d'attaque. Vous allez pour cela lancer autant de dés blancs que la plus haute valeur d'attaque de vos équipements, par exemple ici 1, mais si vous n'avez aucune arme, vous lancerez tout de même un dé, et vous allez compter le nombre d'épées. Si vous possédez 2 armes et que vous les liez avec des symboles identiques, vous obtiendrez des bonus, ici en l'occurrence +1 en attaque. De même, vous gagnerez un bonus de +1 si vous utilisez vos armes de prédilection. Vous allez ensuite choisir l'un des 6 éléments dont votre valeur est supérieure à celle de l'ennemi. A noter qu'en début de partie, vous en choisirez un où vous commencerez à 4. Ici, je peux choisir le feu car j'ai une valeur de 4 contre 0 pour l'ennemi, et donc ajouter ce bonus de +4 à mon résultat. Également, si l'arme que vous utilisez possède l'icône de l'élément choisi, vous obtiendrez un bonus de +1. Vous aurez en plus de ça la possibilité de jouer des cartes compétences en payant le mana. Certaines possèdent des bonus en plus si vous avez choisi le bon élément. Enfin, si le marqueur du dé élément se trouve au sommet, vous pourrez lancer le dé jaune et ajouter son résultat à votre valeur. Le marqueur se réinitialise ensuite. Et ce résultat final vous donne votre valeur d'attaque. L'ennemi va alors se défendre en lançant le nombre de dés noirs indiqué sur la piste round. Vous allez ajouter le bonus de l'élément, en choisissant le feu j'ajoute ici 0, et pour terminer vous lancerez le dé des monstres. En fonction du résultat, vous ajouterez le bonus correspondant. Si votre valeur d'attaque est supérieure à la valeur de défense de l'ennemi, vous lui infligerez la différence en dégâts. S'il est toujours en vie, il effectuera une contre-attaque si vous ne vous trouvez pas dans un bosquet, représenté par cette icône. Alors le principe est quasi similaire, vous devrez dans un premier temps déterminer la valeur d'attaque du monstre. Vous allez lancer autant de dés noirs que son niveau et vous allez ajouter son bonus d'élément. Ici c'est de la glace qui est de 4. Vous lancerez le dé des monstres en ajoutant le bonus associé. Concernant votre défense, vous lancerez autant de dés blancs que la valeur la plus élevée de vos armures. Si vous n'en avez pas, vous lancerez tout de même un dé. Vous ajouterez le bonus de l'élément attaqué. Ici, la glace attaque le vent, je vais donc ajouter un bonus de 0. Et enfin, vous pourrez utiliser des compétences si vous en avez. La différence entre la valeur d'attaque du monstre et votre valeur de défense représente les blessures que vous subissez. Vous avancerez également pour chaque blessure d'un cran sur la piste de la lune noire. Mais dans le cas où vous terrassez un monstre, vous gagnerez une énergie élémentaire du monstre vaincu, que vous mettrez dans votre sac. Vous pourrez les utiliser pour améliorer votre bonus dans l'élément, soigner l'arbre éternel, ou bien échanger 2 énergies contre une autre à l'arbre éternel. En plus de ce gain d'énergie élémentaire, vous lancerez un dé de loot, et vous gagnerez ainsi un trésor, une gemme ou bien un minerai. Et pour terminer, vous mettrez un marqueur dans votre tableau de chasse. Dès lors que vous avez battu les 3 monstres d'un élément, vous gagnerez un bonus de +1 dans cet élément. À côté de ça, vous avez également des actions gratuites, comme par exemple visiter un lieu. Vous ne pourrez visiter un même lieu qu'une seule fois par cycle. Et c'est pourquoi vous devrez poser l'un de vos marqueurs pour signifier que vous êtes déjà rendu à cet endroit. Vous pourrez ainsi récupérer des minerais, nécessaires pour la forge, des gemmes utiles pour récupérer de nouvelles compétences, ou encore de simples ingrédients pour créer des potions. À côté de ça, vous aurez des lieux d'artisanat, comme par exemple avec la forge. C'est ici que vous pourrez changer vos minerais gagnés contre des équipements, donc armes, armures et casques. Vous avez 3 niveaux d'équipement qui vous coûteront plus ou moins de minerais. Le repère de la sorcière où vous pourrez échanger vos gemmes contre des compétences. Le nid de la licorne où vous pourrez dépenser des feuilles pour retirer des marqueurs de corruption. La ferme aux monstres où vous pourrez récupérer des contrats de chasse pour gagner des bonus élémentaires et des récompenses. Il faut savoir que vous commencez la partie avec 2 de ces cartes qui vous demanderont de battre un monstre spécifique ou un groupe de monstres. Et enfin, vous aurez des lieux un peu plus orientés sur la survie.
l'arc-en-ciel qui vous permet de récupérer tous vos points de vie et de mana, ou encore la zone des compagnons pour recruter des compagnons une fois le niveau 4 atteint dans un élément. Ce compagnon s'ajoute à votre plateau, ce qui vous permettra d'étendre vos options de combat en débloquant de nouvelles capacités. Vous devrez par contre dépenser des gemmes pour les utiliser. Une fois que vous avez tous effectué vos actions, c'est au tour des monstres de s'activer. Chacun d'eux dispose de 2 points d'action pour se rendre vers l'arbre éternel, pour l'attaquer. Si leur trajet les amène à passer à côté ou à s'arrêter sur une case adjacente à un gardien, ils utilisent leurs points pour attaquer le joueur avant de poursuivre leur progression, si des points d'action restent disponibles. Les attaques fonctionnent de la même façon que vu précédemment, mais le gardien ne peut pas contre-attaquer. Une fois arrivé à l'arbre, les monstres infligent 1 dégât à chaque attaque, tandis que les boss en infligent 2. Et pour rappel, si l'arbre perd ses 5 points de vie, la partie est perdue. Et quelques mots sur les boss qui pour rappel arrivent à la fin de chaque cycle, c'est-à-dire tous les dimanches. Vous devrez pour remporter la partie tous les vaincre avant qu'ils ne détruisent l'arbre éternel. Lorsque l'un d'entre eux apparaît, vous piocherez 3 cartes de capacité spéciale qui sont des effets à usage unique. A l'instar des monstres, ils ont 2 points d'action pour se déplacer vers l'arbre et attaquer. Mais contrairement à ces derniers, ils déposent un marqueur de corruption à chaque déplacement. Bien sûr, ils ont des stats supérieurs aux monstres normaux et ils utilisent toujours un dé légendaire supplémentaire. Mais lorsque vous en battez un, vous gagnerez 2 énergies au lieu d'une, et tous les autres joueurs reçoivent une énergie du type du boss. Vous allez donc ainsi enchaîner les manches et les cycles jusqu'à ce que tous les boss soient vaincus, et vous allez perdre la partie si malheureusement l'arbre éternel est détruit, donc a perdu ses 5 points de vie, ou bien si les 20 marqueurs de corruption ont été posés sur le plateau. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à partir protéger l'arbre éternel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir le projet, eh bien je vous mets en description le lien vers le GameFound. Et sur ce les amis, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!